bonjour. Alors, je vais essayer de convaincre les réticents dans la salle, s'il y en a encore, que la recherche, ça peut être fait par et pour les paramédicaux et que ce n'est pas si compliqué que ça au final. Alors, pourquoi? Parce qu'on a un métier qui est en perpétuelle évolution et que ça fait très longtemps qu'on a abandonné les cornettes, mais que ça, ce n'est pas ma tenue de travail non plus. Et que l'image qui est véhiculée le plus souvent à l'heure actuelle, c'est celle du soignant qui est épuisé, fatigué et en burn-out. Et ce n'est pas l'image qu'on veut donner. Il y a un moyen d'accéder à autre chose que cette image-là, c'est de voir son métier d'une façon différente, de prendre un petit peu de hauteur. Et pour ce faire, il y a la formation continue qui est diplômante. Vous pouvez avoir accès à des masters, à des DU, et notamment le DU formation des assistants de recherche clinique et techniciens d'études cliniques, ARC et Tech, qui sont faits dans 6 universités en France, dont Strasbourg et Lyon. Et puis vous pouvez aussi accéder à la formation continue non diplômante. Alors sur le marché, l'offre est pléthorique. Vous avez des offres de formation par les hôpitaux, par les groupements régionaux, par les universités, par des organismes privés. C'est fait sous diverses manières, entre 1 et plusieurs jours. Ça peut aller jusqu'à 11 jours par une formation qui est dispensée par l'association en recherche de soins infirmiers. C'est 11 jours répartis en 3 modules. Ça allie de la formation théorique et de la formation pratique. Ça peut être fait sous forme d'université d'été à Marseille et ça peut être aussi dispensé sous forme de e-learning. Et puis depuis 4 ou 5 ans, il y a de plus en plus de journées, de rencontres, de colloques autour de la recherche paramédicale qui sont organisées par les hôpitaux en France. Il y en a plein. Et puis vous avez aussi les journées qui sont organisées par la Commission d'épidémiologie et de recherche clinique de la SRLF. C'est une formation qui est faite aussi sur 2 jours, qui allie et la formation théorique et l'application sur le terrain. Donc je vous ai mis un petit peu des images là. C'est pour vous dire que il y en a vraiment partout, sous toutes les formes, et qu'on peut trouver forcément de la formation continue adaptée à ce qu'on veut. Là, ce que j'entends assez régulièrement, c'est oui, mais dans les pays anglo-saxons, ils en font plein de la recherche clinique et pour autant, leurs malades ne sont pas mieux soignés que les nôtres. Alors oui, leurs malades ne sont peut-être pas mieux soignés que les nôtres, mais peut-être que les soignants appliquent des méthodes, des concepts et des protocoles plus précocement que nous. Et puis si je ne me trompe pas, dans les IFSI, ce qu'on apprend encore, c'est les théories de Marjorie Gordon, les besoins fondamentaux de Virginia Anderson, et toutes les deux, elles sont américaines, elles ne sont pas françaises. Et en Europe, comment ça se passe? Alors j'ai essayé de faire une petite recherche sur PubMed, c'est un site gouvernemental qui recense tout ce qui est publié dans le monde. Et là, si vous cherchez, il y a beaucoup de résultats qui ont été publiés. J'ai fait juste une petite comparaison entre 2006 là et 2016 pour juste ces 2 mots-clés-là. Je n'ai pas cherché bien loin. Entre 2006 et 2016, la progression des articles publiés a été multipliée par 1,8. Je me suis amusée après à mettre les noms des pays derrière les mots-clés. Et alors, les anglo-saxons, ils trustent les premières pages. Il n'y a pas de photo. États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Australie, ils sont devant. Et après, en Europe, on est derrière l'Allemagne, on est derrière la Suède, derrière les Pays-Bas, derrière l'Espagne, derrière l'Italie. Est-ce que ça veut dire qu'on est moins capable, moins compétent, moins motivé que les autres? J'en doute. Est-ce qu'on doit se contenter de suivre ce qui se fait ailleurs? Je ne pense pas et je ne l'espère pas. Parce qu'il faut être optimiste. Il y a de plus en plus d'études paramédicales qui se font en France. Il y a de plus en plus de communication dans les congrès. Et si je reprends mon petit schéma de PubMed, si je rajoute France au petit mot-clé et que je fais la même recherche entre 2006 et 2016, ce n'est pas par 1,8 qu'il y a eu une multiplication des publications, mais par 3,8. Ça veut dire que les Français se sont mis au boulot, qu'il y a des équipes motivées, compétentes et qui se mettent à publier. Et ça, c'est que ce qui est publié, ce n'est pas la somme des travaux qui sont faits. Les équipes sont motivées et compétentes parce que pour travailler en REA, il faut des qualités et des compétences. On a des malades qui ont des pathologies multiples, des défaillances multiples, des appareillages multiples. Et ça nous demande des connaissances actualisées, ça nous demande de la rigueur, de l'observation et de l'analyse. Ce sont des qualités qui collent parfaitement avec la recherche.
On a malheureusement aussi des charges physiques, psychologiques et émotionnelles importantes qui font que ça engendre un turnover assez important. Le turnover, on le sait tous, ça veut dire perte de connaissances et perte de compétences. Pour ne pas gâcher toutes ces compétences et connaissances qui ont été accumulées en réa, il suffit de les utiliser d'une façon différente pour ne pas les perdre. Une manière de les utiliser différemment, c'est de faire de la recherche. Parce qu'en réanimation, enfin, qui mieux qu'un infirmier de réanimation peut faire des protocoles sur les soins de réanimation? Qui mieux qu'un infirmier de réanimation connaît les besoins, les vrais besoins des patients, les problèmes qui peuvent se poser? Et la recherche paramédicale, elle doit être pragmatique, elle doit être adaptée et adaptable. Donc les protocoles qu'on va mettre en place, ce sera des réflexions sur les soins qu'on pourra transférer directement ensuite aux patients. Parce que la recherche paramédicale, elle ne doit pas se faire dans un laboratoire ou une université. Hein. Elle est faite pour être faite sur le terrain, avec des gens compétents et des gens d'expérience. Seulement, après quelques années d'expérience, les soignants, ils ont souvent une espèce de lassitude et comme ça une démotivation. Il va falloir retrouver la motivation. Ah, pardon. Pour retrouver motivation, ça va être simple. On va essayer de faire un peu de recherche. La recherche, ça va nous donner un peu de dynamisme et un peu d'esprit d'équipe. On va apprendre à lire des revues et des articles scientifiques. On va se perfectionner en anglais. Ça vous servira si vous allez à l'étranger. Et puis, on va oublier Danse avec les stars et on va viser plutôt l'AREA à un incroyable talent. Parce qu'il n'y a pas que cadre et IAD après la réa, parce que vous pouvez rester en réa, vous voulez rester en réa, et qu'après avoir observé, analysé, compris, cherché, vous avez des idées. Et les idées, elles vont être directement applicables. Et puis, parce que ça suffit de râler dans votre coin, maintenant il faut passer à l'action. Lancez-vous, vous verrez, ce n'est pas si compliqué. Vous aurez l'appui des cadres, parce que si vous lancez un projet de recherche, vous verrez, vous allez créer une dynamique, vous allez créer une cohésion d'équipe, et les cadres seront derrière vous. Vous aurez la collaboration du personnel médical qui sera ravi de vous donner un coup de main et de vous apporter toutes leurs connaissances au niveau de la recherche bibliographique. Vous aurez le soutien et l'assistance de vos collègues infirmiers et soignants qui, pour une fois, vous diront « Ah, bah, pour une fois qu'on ne fait pas ça pour les docteurs ». Et puis, ça vous ouvrira sur d'autres services de votre hôpital, de votre ville, de votre région, d'autres structures. Et si vous avez envie de vous lancer dans le multicentrique international, peut-être même sur d'autres pays. Certes, vous aurez des contraintes. Vous aurez un cadre réglementaire et législatif qui est assez pesant et de plus en plus pesant. Vous aurez des obligations éthiques qui seront évidemment bien importantes aussi. Et il faudra vous frotter aux bonnes pratiques cliniques. Et puis, ça sera un petit peu difficile de faire de la recherche bibliographique parce que PubMed, ce n'est pas gratuit. Mais vos médecins ont des accès. Et vous aurez plein d'aides et plein de soutien. Alors, vous aurez de l'aide et du soutien avec toutes les associations. Il y en a au niveau local, dans les hôpitaux, au niveau national. Je vous ai mis quelques-unes. Vous pouvez adhérer à des réseaux de recherche clinique, français ou francophones pour ceux que l'anglais rebute. Et puis, votre service fait peut-être partie d'un réseau de recherche. Moi, j'ai mis les deux là qui font partie du service, mais il y en a plein d'autres. Et puis, vous pouvez adhérer aussi aux sociétés savantes. Les sociétés savantes vous donneront accès à une grosse base de données bibliographiques et à des articles de revue. Vous aurez de l'aide et du soutien institutionnel. Alors, je ne vais pas vous les détailler, mais sachez qu'au niveau régional, il y a les GIRSI qui sont très importants. Dans les directions d'hôpitaux, il y a les délégations à la recherche clinique et à l'innovation, les centres d'investigation clinique. Pour tous les hôpitaux qui n'ont pas de DRCI, le GIRSI prend le relais. Donc vous avez dans toutes ces institutions-là des bureaux avec des personnes très motivées qui seront capables de vous répondre et qui seront ravis de vous répondre. Elles vous apporteront aide et soutien au niveau de quand vous avez une petite idée déjà qui est arrivée un petit peu à maturation, vous avez travaillé un petit peu dans votre coin. Vous allez voir des méthodologistes qui vous aideront au niveau du plan, de la durée, du temps. Vous aurez accès à des statisticiens qui vous aideront pour les chiffres et pour les statistiques, parce que oui, les statistiques, c'est compliqué. Vous aurez accès à des ARC qui vous aideront à mettre en place les études sur le terrain. Et puis vous aurez accès à des chefs de projet qui vous aideront à fixer un budget, parce qu'il va falloir souvent trouver des sous. Et pour trouver des sous, il y a plusieurs moyens. Il y a une façon, c'est de participer et de répondre aux appels à projets internes des hôpitaux ou des régions avec les GIRSI, notamment le GIRSI Est qui a un très bel outil qui s'appelle Thésaurus.
Vous pouvez demander des bourses de recherche. Il y a plein de bourses de recherche qui sont disponibles. Vous pouvez obtenir des prix de recherche en sciences infirmières. Et vous pouvez faire appel aux fondations, aux mutuelles, aux mécénats d'entreprise, aux associations de patients. Et puis, si vous êtes très ambitieux, vous pouvez carrément viser le plan de financement national. En tant que paramédical, vous avez accès au programme de recherche sur la performance et du système de soins, le PREPS, et au programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, le PHRIP. Je vais vous détailler un peu le PHRIP. Alors, au niveau des dossiers qui sont envoyés au PHRIP, il y en a de plus en plus. La progression est constante sur les dernières années. Là, je vous ai mis que les élus. Alors, en bleu foncé, vous avez les projets qui ont été retenus. C'est à peu près toujours la même enveloppe globale pour les projets, à part 2014 où il y avait un peu plus de projets, mais le fonds d'argent reste à peu près toujours le même. Donc, la sélection, elle est toujours importante, même s'il y a beaucoup de projets qui arrivent, peu d'élus. Et je vous ai mis en vert clair, là, le nombre de sujets qui avaient trait à l'AREA dans les demandes de PHRIP, enfin dans les PHRIP acceptés. Alors 2013, c'était le jackpot, 8 sur 20, c'était énorme, 8 projets sur 20 touchés à l'AREA. 2016, c'est pas mal du tout, parce qu'il y en a 5 sur 18, c'est plus d'un quart, sachant que les réanimations ne font pas plus d'un quart des services de l'hôpital. Donc c'est très très bien, l'AREA marche beaucoup, beaucoup. Et est-ce que c'est compliqué? Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, ça demande de la rigueur méthodologique, et puis on va vous demander de coller dans les cases des appels à projets, et puis qu'il faut respecter les dates. Mais non, parce que sur tout le programme de PHRIP, là, je vous ai mis, il n'y a que 2 cases qui sont pour les porteurs de projets. Alors pourquoi le faire? Pour l'argent, non et oui. Non, parce qu'à titre individuel, ça ne vous rapportera rien. Votre service, pas grand-chose, mais par contre, pour votre hôpital, oui. La tarification à l'activité fait que les activités de recherche comptent comme argent dans un budget. Alors, je vous ai mis les hôpitaux de Lyon et de Grenoble. Lyon est 2e, Grenoble est 7e. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de recherche à Lyon et à Grenoble. Strasbourg est 18e, on n'est pas très fort. Alors pourquoi? Pour la reconnaissance, alors vous avez effectivement moyen de publier vos travaux et vos résultats dans des revues francophones ou anglophones ou en congrès. Vous serez reconnu par vos pairs, mais surtout, vous aurez une satisfaction personnelle. Et puis surtout, vous allez avoir accès à une nouvelle manière de transmettre les savoirs. La recherche, c'est un état d'esprit qui est basé sur le questionnement et la remise en cause des certitudes. Ça vous met une distance par rapport à des présupposés. Ça vous permet d'intégrer des données cliniques et scientifiques et ça va nous permettre de sortir des soins infirmiers axés sur la pratique pour enfin passer à une science infirmière basée sur la réflexion, l'abstraction et l'expertise. Puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. On apprend aussi des tentatives infructueuses et des résultats négatifs. Je vous remercie beaucoup de votre attention.